Ouais. J'aimerais ça faire un podcast, j'ai pas le temps. Tu devrais. Je veux dire, ce que tu fais sur Instagram, c'est quasiment comme faire un podcast. J'ai pas le temps. Non. Ben, je te remercie d'avoir pris le temps Mais ça de fait venir me plaisir. rencontrer aujourd'hui. Vicky, t'es avocate criminaliste. Oui. Puis des avocats et avocates criminalistes, il y en a beaucoup. Par contre, il y en a pas tant qui sont jeunes, hot, femmes, trendy. Donc, je trouve quand même que tu as un profil assez unique. T'es sur les réseaux sociaux. Puis, tu as rencontré quand même beaucoup de succès. Il me semble que tu as même gagné un prix. Influence création, Ouais, oui. c'est ça. Comment tu t'es sentie? Oh my God. Honnêtement, je m'y attendais tellement pas parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'était pas de base dans ma trajectoire, dans ce que je voulais faire. J'ai saisi une opportunité. Puis quand j'ai appliqué pour Influence Création, dans le fond, il faut que tu soumettes ton profil. OK. Ça devait faire 6 mois que j'étais sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai comment au pire, ça va me donner une petite visibilité, rien de plus que ça, mais je m'attendais pas à gagner. Donc, Quelle belle surprise. j'avais pas préparé de discours. Ouais. J'avais pas préparé de discours. J'étais tellement sûre de pas gagner. J'ai entendu mon nom, j'étais comme, oh my God. Il faut que j'improvise maintenant. Mais je pense que j'ai quand même une facilité à improviser. Donc, J'imagine que tu dois bien improviser dans un métier comme le tien. Je sais que tu as fait beaucoup de podcasts. Donc, ma première question pour toi, c'est quelle est la question qu'on te pose le plus souvent? Oh my goodness, la question qu'on me pose, tout le monde me dit pourquoi être avocat? Pourquoi tu as choisi être avocat? Dans tous les podcasts que je vais, on me demande ça, puis c'est toujours la même réponse. Qui est? Mes parents. Ah, c'est tes parents qui sont poussés vers ça? Mais je pense que quand on est jeune, les parents essayent toujours de nous peut-être guider vers... Non, j'imagine qu'il y a des parents qui doivent être plus libres avec ce que leurs enfants peuvent faire, mais c'est sûr qu'il y a certains parents qui essayent d'envoyer leurs enfants peut-être dans un parcours particulier. Moi, mes parents me disaient le droit ouvre les portes, le droit ouvre les portes, le droit ouvre les portes. Donc, on dirait que ça a été dans ma tête depuis que j'étais tout petit. Puis toi, est-ce que tu te reconnaissais un peu dans ce métier? Ben, c'est sûr que quand tes parents t'envoient, on dirait qu'ils te formatent en même temps, là. Ah, t'es bonne pour t'obstiner, t'es bonne pour faire citer. On dirait qu'ils sèment la graine dans ta tête quand t'es petite. Fait qu'on dirait que j'ai jamais posé d'autres questions par rapport à ça. Puis j'étais comme, ah, ça fait beaucoup de sens. Ouais. Donc, j'ai suivi ça. Puis maintenant que tu exerces le métier, est-ce que tu devrais faire autre chose? Non. Okay. Honnêtement, des fois, les gens me disent, à part avocat, tu voudrais faire quoi d'autre? J'en ai franchement aucune idée. Mais aujourd'hui, peut-être avec l'expérience que j'ai puis les réseaux sociaux, je dirais peut-être enseignant. Mais je pense pas que j'aurais dit enseignant sans ma base d'avocat parce que j'enseignerais le droit. J'irais pas, par exemple, enseigner au primaire. Je pense pas que ça rejoint ma personnalité, là, mais enseigner le droit à l'université, c'est quelque chose qui peut m'intéresser éventuellement, effectivement. OK. Puis, quand est-ce que tu as décidé de te spécialiser en droit criminel? C'était après ma 3e année. Il y avait un programme. J'ai fait mon université à Sherbrooke. Il y avait un programme en droit criminel qui venait d'ouvrir, là. J'étais en 3e année. C'était la première année qui était en cours. Je me suis dit, j'ai envie de le faire l'année prochaine. Je me suis inscrite parce que c'est sûr que quand tu es à l'université, tu as un peu des intérêts ici et là. Tu touches à toutes sortes de domaines, là. Il y en a quoi, des domaines de droit? Il y en a autant que les doigts que j'ai sur les mains, même plus encore. Donc, le droit criminel, c'est ce qui m'accrochait un peu plus, qui m'intéressait plus. Puis, je me suis dit, pourquoi pas aller voir si ça me convient. Puis, la maîtrise a vraiment congelé là, ce que je voulais au niveau de mes choix. Okay. Ça a confirmé que c'était du droit criminel que je voulais faire. Puis, est-ce que tu as ressenti un conflit moral à un moment donné par rapport à ton choix? Je dirais que ça arrive souvent. C'est sûr que des fois, tu es confronté à des choses, puis toi, tu as ton background en tant qu'humain, tu sais, mais en tant que femme, en tant qu'humain, j'ai mon background personnel, ce que je pense de certaines situations. Puis j'ai Vicky l'avocat qui doit se détacher complètement. Je pense qu'avec le temps, je vois vraiment ça comme un business. C'est plate à dire, là, mais c'est vraiment comme une business. C'est rien de personnel. Donc, on dirait que j'ai vraiment appris à détacher les deux pour que ça fonctionne bien parce que sinon, ben, t'endors pas la nuit puis c'est pas le but non plus. Oui, exactement. Il me semble que ça doit être difficile quand même d'arriver à ce point-là où est-ce que tu es capable de faire la séparation entre Vicky la personne et Vicky l'avocate. C'est l'expérience. Puis il y a beaucoup de jeunes avocats qui viennent en droit criminel, qui ont l'expérience terrain puis qui disent « Ah, c'est pas pour moi ». Puis c'est vraiment correct parce que c'est pas pour tout le monde. Okay. C'est vraiment pas pour tout le monde. C'est pas du droit qui est... C'est du droit qui est vraiment humain. Le droit criminel, il y a du droit qui est un peu plus cartésien, là. Par exemple, le droit civil, c'est
toc, 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 puis c'est vraiment pas trop sensible. Nous, c'est vraiment sensible, on marche toujours sur des œufs. Mais c'est l'expérience qui fait en sorte que tu te détaches. OK. Est-ce qu'il y a un cas que tu prendrais pas? Non, je prends tout. Comme je l'ai dit, c'est vraiment business. Vraiment, vraiment, vraiment business. Il y a rien, il y a aucune émotion là-dedans. Là, je m'en vais chez moi le soir, puis je suis complètement déconnectée. Là. J'ai aucune attache. Puis je le dis souvent, je crois à la défense pleine et entière et non pas à je défends un individu. Je comprends. Des fois, les gens ont de la difficulté à comprendre la différence entre les deux. C'est pas un individu que tu défends, c'est un droit. Puis c'est là qu'il faut que tu apprennes à trancher. Je comprends tout à fait. C'est comme défendre... c'est comme défendre le droit de l'individu plutôt que l'individu en tant que tel. C'est sûr que l'individu, à un moment donné, ses critères personnels vont devoir entrer en jeu. Par exemple, quand tu t'en vas au stade de la sentence où tu dois faire une peine qui est individuelle pour cette personne-là. Donc, tu dois y poser des questions sur lui puis essayer d'avoir la peine qui est la plus appropriée pour cette personne-là. Mais autrement, c'est vraiment mathématique. Là. C'est est-ce que les éléments sont rencontrés? Oui, non, toc, toc, toc. Ah, il y a une petite erreur là. Mais c'est pas sentimental, c'est pas personnel, comme j'ai dit. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas le voir. Faut pas tout prendre à cœur non plus. Là. Oui, c'est beau de donner son 110% pour travailler, pour faire des bonnes requêtes, pour que tu sois appliqué, mais faut pas non plus que tu perdes ta tête dans un dossier. OK. Comment t'expliquerais le concept du doute raisonnable à un enfant de 10 ans? C'est facile. Je le dis toujours à mes clients. C'est comme un casse-tête. OK. Donc, un dossier criminel, c'est comme un casse-tête. Donc, tu as toutes tes pièces. Puis, s'il manque une pièce dans ton puzzle, tu n'auras pas l'image complète. Puis, c'est comme ça que tu peux gagner un dossier. S'il manque une petite pièce, c'est fini. Puis, même des fois, quand je parle au téléphone avec mes clients, par exemple, quand ils se font arrêter, c'est ça que je leur dis. Peut-être que la police, en ce moment, ont 99 morceaux sur 100. Puis peut-être que la pièce qui manque, c'est toi qui vas leur donner. Donc, garde le silence parce que sinon, ils peuvent compléter la photo qu'ils avaient besoin. OK. Donc, c'est vraiment comme un casse-tête. OK. T'enlèves un morceau. C'est ça ton but. Un petit morceau, c'est fini. Je comprends. Puis des fois, est-ce que tu l'as, ce morceau-là? Toi-même, je veux dire, comme tu... Je vais pas enquêter le morceau. Comme c'est pas mon travail d'enquêter. Moi, je prends l'image que j'ai devant moi. Je fais un peu mon checklist. Est-ce que j'ai l'intention? Est-ce que j'ai l'action? Comment je fais pour le placer? Puis, je place mon image. Puis, si je vois qu'il y a un trou dans mon image, je vais dire à mon client, il y a un trou là, c'est ça qu'on va aller exploiter. OK. Je vais pas lui demander en passant, peux-tu me dire comment... Ouais. Non, c'est pas de mes affaires. Mais dans le fond, la partie... Donc, toi, tu es la partie défendante, c'est ça? Donc, l'autre partie s'appelle la partie... La poursuite. La couronne, sinon les gens l'appellent comme ça. La poursuite ou la couronne, ils doivent aussi avoir identifié ce morceau qui manque, right? Exact. Donc, leur but à eux, c'est d'aller investiguer ce petit morceau-là puis voir à quel point ils peuvent amener la pièce du puzzle pour compléter le tout. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la théorie qui est amenée par la police, parce que eux, en tant que tels, font pas d'enquête. Eux reçoivent le dossier de la police, puis c'est un peu les porte-paroles de la police. Donc, eux, ils regardent, puis ils évaluent s'ils ont assez d'éléments pour pouvoir aller de l'avant. Puis des fois, il y en a qui sont vraiment intellectuellement... ils sont vraiment intellectuellement raisonnables. Puis quand on leur dit, en passant, il y a un trou là, ils sont capables de nous le concéder puis dire, c'est vrai, à procès, j'ai peut-être pas le dossier le plus fort. Okay. Mais il y en a qui ont une image puis sont certains de pouvoir y aller puis présenter l'image au complet. Mais des fois, ça existe des conversations, on se parle puis on dit, regarde ici, il y a un petit bobo, là. Ça peut faire mal ici. Puis on est capable comme ça de soit régler le dossier avant, peut-être qu'ils vont laisser tomber les accusations, ou peut-être que si il manque une pièce, mais que c'est pas sûr à 100%, peut-être que moi, je peux l'exploiter aussi pour avoir un offre qui fait du sens pour mon client. OK. Est-ce que tu connais bien le cas de O.J. Simpson? Ce que j'ai vu sur Netflix. OK. Ce que j'ai vu sur Netflix. OK. Puis, c'est quoi ton opinion par rapport à tout ça? Je sais qu'on parle de quelque chose qui est arrivé il y a comme 30 ans quasiment. Ouais. Ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé... Parce que ça s'appelle une preuve circonstancielle. Une preuve circonstancielle, comment je l'explique à mon client, de la même façon, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Puis quand tu l'additionnes, ça donne un chiffre.
Puis c'est la même chose. Il faut que tu additionnes les éléments parce qu'il n'y a pas de preuve directe. Des fois, c'est facile. Il y a une caméra, ton client est vu, voilà. Ou la preuve est dans son téléphone, ou son ADN est là, peu importe. Mais ce dossier-là, c'était un peu particulier en ce sens où il était pas là nécessairement au moment, il était plus loin. Bref, il est acquitté. Je vais pas revenir sur ce que moi, je pense personnellement. Il est acquitté et est mort. Je vais pas revenir là-dessus, mais c'est sûr qu'il y avait une bonne planification derrière l'alibi si le cas est-il. Mm-hmm. Bref, il y avait eu une pensée d'avance si c'était planifié. Mais l'avocat a exactement exploité la seule faille. La preuve qu'eux avaient, c'était un gant. Mm-hmm. Puis il a exploité le gant, puis il a soulevé un mini doute, il a enlevé une petite mini pièce, mais c'était risqué. Oui, il y avait quand même aussi un contexte culturel et sociologique aussi à l'époque, qui existe encore un peu aujourd'hui. C'était risqué. Ouais. Honnêtement, franchement, même quand je regardais je me suis fait convaincre par la couronne à plusieurs fois pendant le documentaire. Des fois, j'écoutais l'argumentaire de la couronne, j'étais comme « Ah! » Il est coupable. Après ça, je regardais. Ah, non, il est pas coupable. Ah, c'était vraiment un procès qui était intéressant, mais bref. Okay. Est-ce que le statut de l'individu a joué dans la décision? On le saura jamais, mais... Est-ce que tu suis les procès de célébrités de près? Est-ce qu'il y en a qui t'intéressent plus que d'autres? Celui qui m'intéressait le plus récemment, c'était Puff Daddy. C'était incroyable. OK. Incroyable. Parce que c'est des grosses accusations. Je suis aussi un rappeur en Floride, mais lui, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de requête. Ça fait 7 ans qu'il est en prison. C'est qui? Il s'appelle YNW Melly. Il est accusé d'un double homicide dans un véhicule. La preuve démontrerait que le tireur viendrait dans l'intérieur du véhicule. Eux ont une théorie qui est différente. Ils ont réussi à mixer le jury. Ils n'ont pas été capables de s'entendre sur un verdict. Nouveau procès. Puis là, le nouveau procès retarde. C'est supposé commencer en 2027, le deuxième. Mais encore une fois, c'est la même chose. C'est une histoire de circonstances. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Il y a de la preuve oui, il y a de la preuve non. Il serait pas là, il serait ailleurs. Incroyable. OK. Puis par rapport au procès de Puff Daddy, est-ce que tu as des observations ou des commentaires à faire? C'est sûr qu'il était coupable. Honnêtement, c'était sûr qu'il était coupable, puisque je pense que ce que j'ai expliqué dans une capsule que j'ai faite, c'est que la couronne a été tellement large qu'il était sûr d'avoir une condamnation pour quelque chose. Okay. Donc, le RICO, c'était clair que ça n'allait pas passer. C'est une des infractions les plus compliquées aux États-Unis à prouver. C'est une tête d'organisation. Mais en visant haut, il était sûr au moins de l'avoir sur quelque chose. Donc, souvent, ils font ça même ici, là. Donc, ils vont mettre, par exemple, tentative de meurtre. Mais ils savent que peut-être c'est pas une tentative de meurtre, mais c'est un déchargement. Mm-hmm. Donc, ils vont mettre plus grand pour encadrer plus petit. Puis comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose. OK. Donc, je savais qu'il allait... C'était audacieux, mais c'est sûr qu'il allait obtenir une condamnation sur minimalement un petit quelque chose. Là. OK. Et si tu faisais partie de son équipe de défense, est-ce que tu aurais suivi la même stratégie que ses avocats ont employée ou est-ce que tu as eu des idées toi-même par rapport à ce qui se faisait? J'aurais fait exactement la même chose. Puis je peux comprendre que dans un contexte où il y a ce type d'accusation-là qui est porté, il n'y a pas nécessairement eu de discussion entre les parties avant. Ici, au Canada, puis même au Québec, on est dans un mode où on doit travailler de façon efficace. Donc, habituellement, si on a un procès qui est prévu pour des mois ou des semaines, on est convoqué dans le bureau du juge, puis on essaye de faire un peu le ménage pour voir si on est capable de trouver le nœud du bobo dans un premier temps, puis après ça, quelle solution on peut avoir. Comme par exemple, dans ce dossier-là, moi, j'aurais dit, regarde, si tu m'enlèves la charge de RICO, on règle les autres charges pour lesquelles il va y avoir une condamnation. Mais la poursuite est quand même maître de sa preuve. Ils ont le droit de décider de ne pas vouloir abandonner le chef. Puis si, en tant qu'avocat de la défense de Puff Daddy, il aurait fallu que j'aille à procès pour faire tomber ce chef-là, c'est clair que j'y aurais été parce que les peines sont immensément importantes. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec la peine qui a été imposée? C'est que je connais pas les fins détails. C'est quand même une peine qui est substantielle. Au Canada, aux États-Unis, c'est sûr que ça aurait pu être plus important, mais est-ce qu'il y a encore une fois le statut social de la personne qui est entrée? Je le sais pas. J'ai pas écouté les représentations sur sentence, mais ici au Canada, on aurait pu considérer que c'est une peine qui est significative. Aux États-Unis, est-ce que c'est significatif? Si on regarde les autres peines en semblable matière, je trouve que c'est quand même un peu bas, mais encore une fois, je connais pas les
fins détails qui ont été présentés pour avoir cette suggestion-là. OK. Un autre procès qui a énormément fait les nouvelles au cours des dernières années, c'est Depp versus Heard. Oh my God! Oui. Oui, donc dans ce cas-là, c'était Johnny Depp qui était le défendant. Exact. Donc toi, en tant qu'avocate criminaliste, tu l'aurais représenté à lui. Lui, c'est civil. Techniquement, c'était pas criminel, c'était plus civil, c'était au côté de diffamation. OK. C'est pas défendeur couronne. C'est pas le même système qu'au criminel. C'était vraiment défendeur demandeur. Mm-hmm. Mais techniquement, j'aurais pu le représenter, mais je fais pas de civil. OK. Mais c'était ça le nœud du bobo. Mais oui, je l'ai suivi parce que c'était incroyable. Puis des procès comme ça de diffamation de célébrités, je m'attendais jamais à en voir. Habituellement, il règle hors cours. OK. Mais c'était Ben, je intéressant. pense que lui, il voulait que ça aille à la cour et que ce soit télévisé parce que sa réputation était en jeu. Ben, c'est donc, ouais. C'est sûr. Puis tant mieux pour lui, honnêtement, parce que la diffamation, c'est important. Tu sais, même au Québec, tant et aussi longtemps que les gens vont pas recevoir des conséquences ou qu'il y aura pas quelqu'un qui va sévir, ben ça va continuer. Mm-hmm. Il faut lancer des messages. Puis je pense que lui a fait en sorte de lancer un message, puis avec les conséquences, puis la médiatisation, ben elle, sa carrière... Ouais. C'est pas seulement monétairement, mais au niveau de la réputation, il y a eu un revers de balancier, mais incroyable. Ouais. Incroyable. Parlons-en de la diffamation. Je sais que ça relève du droit civil et non pas du droit criminel, mais est-ce que tu connais quand même... J'ai appris récemment, j'ai relu mon code criminel, parce que le code criminel, c'est une brique qui est à peu près ça de grosse. Là. Puis je tournais les pages et j'ai trouvé, ça s'appelle libelle diffamatoire. OK. Fait que techniquement, si quelqu'un fait de la diffamation, donc transmet des informations à ton égard qui sont fausses, est comme une infraction en vertu du code criminel. OK. Donc, ce que j'ai lu aussi, c'est que la poursuite puis la police vont pas nécessairement prendre eux-mêmes les accusations, à moins que ça vienne avec du harcèlement criminel ou peu importe, etc., qu'il y ait d'autres crimes qui sont reliés. Mais il y a un processus de plainte privée qui existe. Donc, si une personne décide qu'elle veut mettre fin à la diffamation puis qu'elle en subit un préjudice, techniquement, il pourrait devenir demandeur. Elle pourrait faire une plainte privée puis poursuivre la personne en vertu du code criminel. OK. J'ai entendu que la diffamation, c'est une des choses les plus difficiles à prouver. C'est difficile, effectivement. Okay. Mais avec les réseaux sociaux, je dirais que c'est de plus en plus facile de documenter, là. Ouais. Parce qu'avant, c'était « Ah, telle personne a dit ça », puis c'était la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais c'est sûr que quand c'est dans un live sur TikTok ou que c'est sur une publication ou peu importe, en effet, ça devient de plus en plus facile à obtenir de l'information. Il faut faire attention aux bouches à oreille. Comme ça, c'est sûr que c'est pas admissible d'aucune façon. Mais les gens en 2025 sont tellement présents sur les réseaux sociaux sans penser aux conséquences que ça devient de plus en plus facile. Autant pour nous, en défense, là. Des fois, les plaignants portent plainte, puis après ça, vont complètement dire le contraire sur Internet, puis on a un bijou comme ça. Wow! les gens pensent pas. Ouais, OK. Est-ce que... C'est quoi la différence entre un statement diffamatoire et un discours... Un discours haineux, par exemple? Ou, ben, pas haineux, mais qui est peut-être comme qui suggère quelque chose qui est pas vrai? Ben, la diffamation, les gens, là, des fois, comprennent pas nécessairement bien la notion de diffamation. C'est pas nécessairement obligé d'être quelque chose de faux. Par exemple, ça peut être quelque chose de vrai, mais dans le but de nuire à une personne. Donc, si moi, j'utilise quelque chose contre toi, dans aucun but positif, outre le fait que de te causer un tort, ça reste quand même de la diffamation. Donc, oui, il y a une information qui est fausse, une information qui est partiellement vraie avec un peu de faux, mais il y a aussi l'information vraie dans le but de nuire. Okay. Donc, ça dépend de l'intérêt derrière ça, comme par exemple les nouvelles. Quand les nouvelles disent « telle personne a été déclarée coupable de », c'est une information qui est pour l'intérêt public, disons-le. Là. Il rapporte un fait qui est vrai, mais c'est dans le but de donner un portrait global de la situation. C'est pas dans le but de nuire nécessairement. Mais quelqu'un qui utilise ça vraiment dans le but de salir une personne,
tout dépendamment de l'intention derrière, ça pourrait devenir diffamatoire. Mais comment tu prouves une intention? Bonne chance. C'est ça, ouais. Ça dépend toujours de la façon que c'est fait, le contenu, le contenant, de la façon, peut-être les discussions au préalable aussi. Ah, si tu fais pas ça, moi, je vais aller dire que t'es telle affaire. Mm-hmm. Quelque chose comme ça, un peu. Je pense que c'est une notion de contexte, mais sans contexte, ben, bonne chance. Ben, admettons les avis Google. Mm-hmm. Tu as eu une mauvaise expérience avec une compagnie, une personne, un service, whatever. Ben, c'est sûr que quand tu donnes une étoile, c'est pas dans le but, c'est quand même dans le but de, peut-être pas dans le but de nuire directement, mais tu veux exprimer ton opinion, puis tu sais que ton opinion va faire en sorte que les gens vont penser 2 fois, peut-être, à faire affaire avec la compagnie ou la personne que tu évalues. Mais ça n'a jamais été dans un but de nuire. Tu sais, bonne chance de montrer. La personne a quand même le droit à sa liberté d'expression, là, dans un certain sens. Puis la personne, en donnant accès à des Google Reviews, c'est sûr que elle s'expose un peu à ça aussi, tu sais. Puis on peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Donc, si la personne a vraiment été là-bas puis elle a dit, regardez, moi, j'ai pas aimé mon expérience pour X, Y, Z, ça demeure quand même vrai, mais pas dans un but de nuire, dans un simple but de partager son opinion. Mais par exemple, c'est un compétiteur qui a pas été mangé, puis que lui, son but, c'est de salir cette personne-là ou de donner des mauvaises notes dans le but de s'augmenter, là, c'est beaucoup plus facile de prouver. Parce qu'il y en a des compétiteurs dans le milieu de la restauration, c'est ça qu'ils font, ils vont aller donner des 1 étoile à son compétiteur pour se remonter de l'autre côté. Okay. Et je pense que c'est là la ligne à trancher parce que le consommateur a quand même le droit à son avis. Puis je pense pas qu'on peut mettre une mauvaise foi non plus. Il y a du monde qui n'aimeront pas l'expérience. Ouais. C'est pas plus grave. C'est la même chose avec moi. Des fois, il y a des personnes qui vont dire que je suis la meilleure avocate au monde, puis il y en a qui vont dire je suis la pire. Puis ça, c'est correct. Ça fait partie du service à la clientèle. Okay. Disons-le comme ça. OK. Mais je pense que c'est toujours, encore une fois, le contexte derrière. OK. Ben, parlons-en des clients que tu as eus. Ceux qui t'aiment beaucoup, c'est quoi qu'ils aiment le plus de toi? Et ceux, admettons, qui sont déçus, c'est pour quelle raison? Ah, sûrement, des fois, ils disent que je réponds pas. Ceux qui sont déçus, sûrement que je réponds pas assez au téléphone parce que il y a 24 heures dans une journée. Je comprends. Il y a 24 heures dans une journée. Sur les 24 heures, faut que je mange, faut que je dorme. Je travaille. Fait que des fois, il y a des gens qui peut-être trouvent que je suis pas assez disponible, mais tu sais, c'est que des fois, il y a des gens qui comprennent pas qu'il y a une organisation. Moi, je fonctionne, mettons, avec un agenda électronique. Tu prends un rendez-vous, on est capable de se parler de cette façon-là, mais des fois, il y en a qui veulent pas nécessairement comprendre qu'il y a un agenda, un horaire. Je comprends. Puis ils respectent pas les plages horaires. Ça, je le comprends. Puis c'est sûr que je suis pas la personne la plus disponible non plus. Là, si tu m'appelles à 11h le matin, il y a aucune chance que je te réponde au téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à 11h du matin? Je suis à la cour. Okay. Je suis à la cour. Si tu m'appelles entre 9h30 puis 16h, il y a aucune chance que je réponde. C'est mon adjointe qui va prendre le message, puis je vais pas répondre. OK. C'est impossible. Je mets mes limites la fin de semaine aussi. Je réponds pas les week-ends. Good for you. Mais il y a une période de ma vie où je répondais, là. Mais j'allais chez mes parents le week-end, puis ils me disaient arrête de prendre tes appels, arrête, si ça. J'étais plus capable de passer du temps de qualité, puis c'était devenu tellement omniprésent que ça affectait ma santé mentale puis ma vie personnelle. Okay. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre un X. Puis les gens qui m'aiment, j'imagine, c'est parce que je suis quand même assez transparente avec eux. J'ai pas le temps d'aller lui dire on a une défense. Si on n'en a pas de défense, je vais te le dire depuis le jour 1. Regarde, on n'a pas de défense, là. Le dossier, on va travailler sur la sentence. Il n'y a rien à faire. Je pense que je suis quand même assez droite, transparente par rapport à ça. Juste, ouais. Même à ça, même quand je reçois des offres de règlement, des fois, je leur dis, regarde, ça te fera pas plaisir, j'ai reçu telle offre, mais déontologiquement, je suis obligée de te la donner. Si ça fait pas ton affaire, je le comprends. On peut la retravailler. Donc, je suis quand même assez, c'est ça, transparente puis honnête avec eux par rapport à nos potentiels. Donc, je pense qu'ils n'ont pas de mauvaises surprises dans le futur. OK, je comprends. J'expose quand même toutes les options. OK. Mettons même un client cette semaine, je reçois une offre. J'ai dit, regarde, j'ai une offre de la poursuite, c'est ça. On peut toujours aller à procès, mais après procès, ce qu'elle va demander, c'est ça. Donc, lui, il sait déjà un peu toutes les cartes. Okay. Puis c'est à lui de prendre la décision après. Parce qu'il y a ça, puis ça. Il est capable de voir qu'est-ce qui lui convient le mieux. Moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne. OK. Tu disais qu'il y a des clients qui sont pas contents parce que tu n'es pas toujours disponible. Mais est-ce que un avocat est censé se rendre autant disponible pour ses clients? Parce que, admettons, des médecins qui sont comme sur appel,
ou qui suivent des clients de près pour certaines raisons, je pense que ça fait partie de leur devoir de répondre aux appels. Mais dans le cas d'un avocat, je veux dire, tu travailles quand même à l'heure, right? Ça dépend. OK. Mais je comprends un peu la question, puis la nuance qui est importante, c'est que je suis disponible H24 pour les urgences. Donc, tu te fais arrêter, je vais répondre le samedi à 1h30 du matin. Il n'y a pas de problème. Je vais faire la comparution à la cour le dimanche. Je vais être présent à la comparution si tu te fais arrêter parce que c'est une urgence. Si tu es avec la police en ce moment puis tu me dis, s'il te plaît, la police est avec moi, je vais répondre à mon téléphone. Mais si c'est juste, salut, est-ce que je peux savoir comment ça se passe dans mon dossier qui revient dans 1 mois et demi? Non. Okay. Tu sais, je pense que c'est là que c'est important de savoir mettre la ligne. Parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas de limite. Salut, je veux savoir ce qui se passe dans 2 semaines, mais il est vendredi à 10h. C'est pas urgent. Tu sais, des fois, la notion d'urgence est subjective d'une personne à l'autre. Tu sais? Ouais. Donc, ou les personnes qui me textent à 1h30 du matin, salut, peux-tu me rappeler ma date? Il est 1h30 du matin. Ouais. Tu sais, on n'a peut-être pas le même mode de vie, là. Moi puis mes clients, il y en a certains qu'on n'a clairement pas le même mode de vie. Moi, à 1h30, je dors, eux viennent de se réveiller. Okay. Mais pour des notions d'urgence, je suis H24. J'ai toujours mon téléphone, je vais toujours répondre si une personne est au poste. OK. Mais ça, encore une fois, c'est établir les urgences puis comment tu les gères. Je comprends. Mais comment tu sais que c'est une urgence quand tu reçois un appel? Police. Ah, ouais. OK. Si la police appelle avec en tout cas, moi, sont identifiés d'une certaine façon sur mon téléphone, je sais que c'est la police. Donc, ou sinon, si j'ai pas envie de répondre parce que je pense que c'est peut-être un client coquin qui essaye de me passer une petite vite, par exemple, qui appelle masqué, la police va toujours laisser un message. OK. Donc, allô, c'est la police, je rappelle 1 minute après. OK. Hop, je prends le message. OK. Donc, la police va toujours te laisser un message. Puis, habituellement, ils te laissent un délai pour rappeler aussi. Donc, quand tu vois que c'est urgent puis que c'est la police, tu prends l'appel. OK. Tu dois quand même avoir un bon caractère pour dealer avec certains types de personnes, certains types de personnalités. Est-ce que tu as toujours eu cette capacité d'être confiant puis de te tenir droite devant du monde exigeant, imposant, ou c'est quelque chose que tu as développé avec le temps? C'est quelque chose que j'ai développé. Avant, quand j'étais jeune, puis là, mes parents vont voir ça puis ils vont dire, au moins, il a dit la vérité. Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus impulsif. OK. J'avais une façon de réagir qui était beaucoup moins calme et réfléchie que ce que je suis en ce moment. Maintenant, je gère les crises d'une façon vraiment plus calme. Mais avant, j'aurais haussé le ton. OK. Puis pendant une période de ma vie, même en début de pratique, là, ça m'arrivait quand même assez souvent d'hausser le ton. Mais ça sert à rien de crier, tu sais. Puis ça, tu l'apprends avec la pratique. Si quelqu'un te crie après au téléphone, puis toi, tu cries par-dessus, ben il y a personne qui est gagnant là-dedans. OK. Mais ça, je dirais que c'est l'expérience puis la sagesse qui fait en sorte que tu apprends à gérer ce genre de crise-là. Mais effectivement, quand tu viens en droit criminel, il faut que tu apprennes à te modeler un peu à ce type de personnalité-là. Okay. Puis comme je l'ai dit au début, j'avais les gros mots faciles, je criais dans le téléphone, puis ça venait m'affecter après au niveau mental. Tu sais, tu finis un appel, tu finis de crier après quelqu'un, puis là, ça vient de gâcher ta journée. Ouais. Tu sais, puis ça vient de gâcher ton énergie. Mais avec le temps, tu apprends avec, regarde, tu me rappelleras quand tu auras fini de crier, moi, je suis pas payée pour t'écouter crier. Clap. Maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Si tu veux avoir une discussion d'adulte, on va avoir une discussion d'adulte. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis c'est correct que tu sois pas d'accord avec certaines choses, mais tu es capable de verbaliser ton désaccord sans crier dans le téléphone. OK. Mais tu sais, il y en a qui comprendront pas ça, que crier, ça n'apportera rien. À la télé, des fois, on voit comme des avocats qui haussent le ton en cours ou qui sont hyper, peut-être pas impulsifs, mais il y a cette caricature de l'avocat qui est comme, tu sais... flamboyant. Flamboyant, exactement. Est-ce que, je veux dire, est-ce que cette qualité ou ce trait de caractère que tu avais quand tu étais plus jeune aurait pu te servir? Non, je pense que ça m'aurait nui. OK. Honnêtement, moi, je trouve ça toujours drôle. Un peu, même pas drôle, parce qu'ils l'apprennent avec le temps, mais tu vois les nouveaux avocats qui arrivent puis ils ont justement ce trait de personnalité-là, tu sais, ils sont comme, oh, ils sont flamboyants puis ils pensent qu'ils sont dans un film, mais avec le temps, t'apprends que c'est vraiment pas comme dans les films, là. OK. C'est pas winner comme attitude. Personnellement, je trouve pas. Il y en a qui le font, mais ça l'apporte absolument rien.
sais, le juge est là pour prendre une décision basée sur des faits puis sur du droit. T'as pas besoin de t'exciter pour convaincre le juge. Tu sais, tu fais juste y exposer. Regarde, il y a telle décision, toc, 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 tel paragraphe. Tu guides le juge, tu l'amènes intellectuellement où tu veux que t'ailles. Tu le guides. Si tu commences à crier puis à t'exciter, ça l'amène absolument rien. On n'est pas... C'est peut-être devant le jury, pas crier, mais être plus caricatural. Ouais. Je peux comprendre pourquoi, parce que c'est des citoyens. Mais un juge de droit... ça l'amène absolument rien. Là. Tu vas pas plus le convaincre parce que tu parles fort. Là. Tu vas le convaincre parce que tu as des bonnes décisions, puis tu as des bons arguments, puis tu as bien travaillé ton dossier, pas en criant puis en déchirant ta toge. Mais ça fait beau dans un film, honnêtement. Ouais. En effet, c'est ça qui rend les films et les séries sur les... tu sais, comme qui suivent des cas ou des histoires comme ça. Mais même, tu sais, en contre-interrogatoire, tu vois déjà les avocats qui sont comme « Ouais, mais là, arrête de mentir! » Avec le témoin, tu vas pas... Un contre-interrogatoire, là, tu vas pas commencer à te braquer contre le témoin. Là. Le témoin, il vient témoigner. T'es pas là pour l'attaquer. On n'est pas dans un match de UFC. Là, tu lui poses tes questions, tu le guides, tu restes poli avec le témoin. C'est sûr que des fois, si le témoin est arrogant avec moi ou le témoin, je vois qu'il ment ou peu importe, qu'il est pas transparent, ça se peut que je sois un peu plus direct. Mais ça sert à rien de crier après le témoin. Là. Okay. Tu vas jamais argumenter avec le témoin. De toute façon, là, si tu commences à argumenter avec le témoin, tu vas avoir une objection. OK. Ouais. Est-ce que tu te fais croiser parfois par tes clients? Je te dirais plus sur les réseaux sociaux. Okay. Je pense que c'est à cause que mes clients sont vraiment jeunes. Ah. Tu sais, on dirait que j'ai grandi un peu avec ma clientèle. Tu sais, veux pas, comme j'ai grandi avec ma clientèle, ben eux ont donné mon numéro à des personnes qui sont plus jeunes. Ma clientèle a entre 18 puis même pas plus jeune que ça, 15 puis 24 peut-être. Okay. Tu sais, c'est sûr que j'en ai des un peu plus vieux que je suis depuis longtemps. Mais ma clientèle est vraiment jeune, fait que je suis rendue madame. OK. Je suis rendue madame, mais c'est sûr qu'en début de pratique, ça c'est arrivé. Sur les réseaux sociaux, je cacherai pas que ça l'arrive quand même souvent. Tu sais, les gens essayent de m'aborder sur la page professionnelle en disant « Ah, j'ai un dossier, nanana », mais que finalement... OK, c'est une excuse pour te parler. Tu te rends compte que c'est pas nécessairement pour un dossier, okay. Mais si tu veux venir au bureau pendant 1 heure puis payer le frais pour perdre mon temps, il n'y a pas de problème. Ouais. Voici le lien. Je peux faire la consultation au bureau, mais comme si j'ai pas de questions à répondre, on va mettre un terme à cette rencontre-là. Ouais. Est-ce que tu penses que ton métier intimide les hommes? 100%. Ouais. 100%. Puis je pense pas que c'est juste une question... Est-ce que c'est intimidé? Je pense que c'est la personnalité qui vient avec. Tu sais, c'est sûr que j'ai une personnalité un petit peu plus, pas contrôlante, c'est pas vrai, mais j'aime les affaires organisées. Tu sais, j'aime quand tu peux pas m'arriver dernière minute puis quelque chose comme ça. J'ai un agenda, j'ai un horaire. Tu sais, il faut un peu d'encadrement. L'horaire, je pense, intimide les gens. OK. J'ai aussi de la difficulté à faire des compromis au niveau de mon agenda. Tu sais, mon travail va passer sur les heures de travail avant le plaisir. Si j'ai des rencontres au bureau, je vais faire les rencontres au bureau avant d'aller au resto. Je comprends. J'ai quand même une priorité autour de mon travail. Fait que je pense que c'est sûr que quelqu'un qui veut bâtir une famille, peut-être qu'il va être comme c'est peut-être pas la meilleure candidate pour moi. Donc, je pense que de ce côté-là, oui, ça peut intimider les gens. Ouais. Je travaille beaucoup. OK, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages faire pendant longtemps, prioriser ta carrière et comme garder un agenda hyper chargé? Je pense que je suis en mode, en ce moment, tu sais, autant que les réseaux, ça m'a donné de la visibilité auprès de la clientèle, ça m'a donné de la visibilité auprès de la relève. En droit aussi, en ce sens où il y a beaucoup de monde qui m'approche pour des opportunités de stage, ci, ça. Donc, je pense que cette fenêtre d'opportunité-là va me permettre de peut-être pouvoir engager du monde puis pouvoir apprendre à déléguer. Puis, ouf! On se comprend là-dessus, là, c'est pas la chose qui est la plus facile à faire parce que quand ça fait longtemps, tu sais, moi, ça va faire 10 ans en septembre que je pratique puis j'ai bâti tout ça moi-même avec l'aide de personnes. Fait que c'est sûr que le mettre dans les mains de quelqu'un, c'est stressant. Ouais. C'est toujours stressant, surtout quand c'est des clients que tu connais depuis longtemps, tu sais, c'est pas que ça devient tes enfants, parce que c'est vraiment pas le bon terme. Il faut que tu sois complètement détaché, mais tu as un lien de confiance avec ces gens-là, puis ces gens-là ont un lien de confiance avec toi, puis des fois, le déléguer, c'est difficile. Ouais. Mais encore une fois, là, je commence à le faire tranquillement. Tu sais, j'ai un jeune avocat qui fait des choses pour moi, puis je remarque que quand je le dis d'avance au client, regarde, là, je suis indisponible à cette date-là, mais il va se passer telle affaire, puis ça va se passer de même, puis c'est lui qui va être là.
ça va super bien. OK. Mais je pense, encore une fois, c'est une question de communication puis de transparence. Tu sais, je vais pas dire au client, c'est moi qui va être là puis j'envoie quelqu'un faire son enquête caution, tu sais, mais... Ou, par exemple, quand je suis indisponible, je leur dis, je suis pas disponible à cette date-là. Est-ce que tu veux que j'envoie quelqu'un pour le remettre à mon retour ou sinon, tu sais, tu peux prendre quelqu'un d'autre aussi parce que je suis pas disponible. Mais j'apprends à déléguer tranquillement. Puis j'espère que je vais pouvoir avoir assez de staff pour déléguer pour que moi, je puisse, si je veux construire une famille, avoir du temps pour une balance. OK, ouais, je te le souhaite. Mais il y a plein d'avocates qui le font, puis honnêtement, ça a l'air de bien marcher. Il y en a plein qui peuvent pas non plus, mais il y en a plein qui le font, puis c'est qui ont 4, 5, 6 enfants, puis je suis comme, wow. Mais comment tu fais des machines de guerre, là? Ouais. Mais je pense que t'es sur le bon chemin parce que t'as dit que déjà, tu réponds pas, tu prends pas tous tes appels à n'importe quel moment. Donc, je pense que t'as déjà comme ce mindset de comme, là, je travaille, je dors, ou bien mais c'est important pour la stabilité mentale. Être capable de déconnecter puis de dire oui et non, c'est important pour bien rester. Parce que sinon, là, tu vas devenir tellement fatigué mentalement que tu seras plus efficace dans rien. Si tu veux être efficace, il faut que tu prennes le temps de décrocher parce que sinon, oublie le projet, là. Tu seras pas capable. La même chose pour les vacances. C'est important de prendre des vacances parce que sinon, tu vas te brûler par les deux bouts puis il y aura plus rien qui va fonctionner. C'est pour ça que c'est important, je pense. J'aimerais revenir à un point que tu as mentionné tantôt par rapport à ta clientèle. Tu dis que c'est souvent des jeunes. Puis il me semble que je t'ai entendu dire à un moment donné que le crime rajeunit. Ouais, moi, c'est ce que je trouve. OK. Pourquoi tu penses? Je trouve que, comparativement en début de carrière, je trouve que la criminalité est de plus en plus jeune. Et les médias sociaux, puis je le dis tout le temps, là, autant que ça a ses côtés positifs que ça a ses côtés négatifs. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, pendant un moment donné, il y avait une limite d'âge. Tu sais, tu pouvais pas avoir TikTok, je pense, avant 16 ans, ou Instagram, ou peu importe. Et je comprends pourquoi. Parce que quand t'es jeune, 12, 13, 14, 15, t'es tellement à la quête de validation, t'essaies de te trouver toi-même, puis il n'y a pas juste des bons modèles sur Internet. T'sais. Oui, en effet. Il y a des bons modèles. Il y a des gens qui passent des messages qui sont incroyables. Mais il y a des gens qui sont vraiment malveillants. Puis, je pense à Snapchat, par exemple. Là. Le nombre de crimes qui émanent de Snapchat. Comment? Donne-moi un exemple. Souvent, je te donne un exemple. Mettons, on va prendre un nom au hasard. Pierre-Luc. OK. Pierre-Luc a 14 ans. Pierre-Luc habite chez ses parents. Ses parents ont un revenu limité, par exemple. Donc là, il est sur TikTok, sur Snapchat, peu importe. Là, il ouvre Snapchat, il ouvre une story. Qui veut faire 500 $? Écris-moi. Mais 500 $ pour un jeune de cet âge-là, c'est quand même important. Il va dire moi. Puis c'est comme ça qu'il va se faire influencer pas nécessairement dans les gangs de rue, mais dans une organisation. Ah, tu veux faire 500 $? Il faut juste que tu ailles chercher le véhicule là-bas puis tu le conduises. Tu n'as pas de permis de conduire, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Ou, il faut juste que tu ailles distribuer de la drogue ou des choses comme ça. Va juste à la carte. Prends la carte, va à la banque, retire les 500 $. Puis après ça, tu en gardes une partie. Tu sais, c'est hyper influençable. Puis eux, ils pensent pas nécessairement à ce qui va venir après. Ouais. Tu sais, les jeunes de 14 ans qui se font arrêter pour transporter des véhicules de l'Ontario vers le Québec, c'est immensément triste. Honnêtement, là, t'as 14 ans, t'as pas le droit d'avoir un permis de conduire. Puis toi, dans ta tête, t'as fait ça pour 500 $. 500. Mais là, après ça, c'est la cour, les procédures. T'as peut-être dormi une nuit au centre jeunesse. Tu sais, c'est beaucoup de conséquences. Puis c'est normal que les gens qui sont à la tête d'organisation veulent pas se mouiller eux autres. Ouais. Fait qu'ils prennent peut-être des gens qui sont plus influençables. Les rappeurs en ligne. Ouais. Tu sais, ça, j'en parle souvent, puis j'en ai parlé cette semaine, j'étais au tribunal de la jeunesse. Je trouve que si tu veux être un rappeur, puis tu veux glorifier la criminalité, tu devrais aussi avoir une obligation sociétale de faire de la sensibilisation par rapport au fait que oui, je rappe sur la criminalité, mais c'est pas cool, la criminalité. Tu sais, je pense qu'il devrait pas y avoir de glorification de criminalité sur Internet parce qu'il y a des jeunes qui s'identifient à ça, puis qu'après, ils veulent être comme, puis ils font des affaires qui font pas de sens. Ouais. Je trouve que les réseaux sociaux donnent une plus grande ouverture aux jeunes à la criminalité qu'ils devraient peut-être pas avoir. Ouais, c'est prématuré comme OK. Je trouve ça triste. Tu sais, je suis dans un corridor au tribunal de la jeunesse puis je vois les jeunes, ils sont tellement jeunes. Honnêtement, ça me brise le cœur. Tu sais, les petites filles de 15 ans qui agissent comme des gangsters. Ouais. T'es pas un
un gangster, t'as 15 ans, je sais pas, comme va au parc avec tes amis, des cours de danse, peu importe, jouer au soccer, tu sais. C'est pas cool de parler comme un gangster dans le palais de justice à 15 ans. Est-ce que, je sais pas si t'es assez vieille pour avoir ce recul, mais est-ce que selon toi, une fois qu'un jeune ou une jeune de 14-15 ans rentre dans ce mode de vie, ils sont capables de s'en sortir? Est-ce que le fait de se rendre au palais de justice ou d'avoir un dossier criminel, est-ce que c'est suffisant pour leur donner un reality check? Je pense que ça va dépendre de l'encadrement familial. OK. C'est plate à dire, mais tu sais, quelqu'un qui vient déjà d'un milieu, je vais pas dire marginal, mais tu sais, quelqu'un qui vient déjà d'un milieu difficile aura peut-être pas le même encadrement qu'un autre jeune. Donc, tu sais, par exemple, quelqu'un se fait arrêter pour ça, puis il y a ses 2 parents qui sont vraiment impliqués, puis on va le changer d'école, puis ci, puis ça, puis on y a enlevé les réseaux, puis tout. Ça va permettre, ou ils vont juste l'impliquer dans le sport ou peu importe. Tu sais, moi, quand les jeunes clients viennent à mon bureau, souvent, je leur dis, y a-tu un sport que t'aimes? Tu sais, t'as 15 ans, t'as 14 ans, t'aimes-tu un sport? Ah, moi, j'aime ça le basket. Ben, pourquoi tu ne commences pas à jouer au basket? Pourquoi tu joues pas au football? Tu sais, t'es un gros garçon, pourquoi tu joues pas au football? Tellement cute! Non, mais, tu sais, t'essayes de les motiver comme ça, parce que des fois, les parents arrivent au bureau puis sont tellement clueless, sont comme, je sais plus quoi faire. Puis là, après ça, mettons, à l'autre date d'après, la mère est comme, il s'est inscrit au football. Tu sais, non, mais, tu sais, c'est ça qu'il faut. Ça doit être tellement valorisant. Je trouve ça cute. Ben oui! Pitié, oui, mais t'as influencé leur parcours. Ben, il y en a des fois qui étaient déjà là-dedans, mais tu sais, ça fait du bien les voir essayer de s'impliquer. Puis il y en a d'autres pour qui les parents, des fois, sont pas nécessairement présents pour des raisons qui leur appartiennent. Tu sais, c'est pas de la faute de la mère, c'est pas de la faute du père, mais ils peuvent moins s'impliquer. Puis le jeune va juste continuer à faire ce qu'il va faire. Puis quand il va avoir 18 ans, il est sûrement encore mon client. Puis, tu sais, il y en a que j'ai depuis qu'ils ont 15 ans, là. Puis là, ils sont rendus à 24 ans, sont où? En prison. Je trouve ça, c'est triste. Tu sais, les parents, c'est pas des mauvais parents. C'est vraiment pas des mauvais parents. Puis ça, il faut toujours le dire aux parents, c'est pas de votre faute, hein. C'est pas de votre faute. Arrêtez de vous taper sur la tête parce qu'il y a des parents qui se tapent sur la tête. Comme si c'est eux. Mais c'est pas eux. C'est plus haut qu'eux. Ouais. Je comprends. Mais c'est pour ça que je dis que je pense que ça dépend de l'encadrement. C'est correct de faire une erreur, mais quel encadrement va être mis en place à la maison pour essayer de rattraper? Je pense que c'est là que ça fait une différence. OK. Mais c'est quand même positif de savoir que les parents ou la famille ont un certain pouvoir sur ce qui se passe après, que le fait d'être, je sais pas, comme peut-être plus présent. Tu sais, on n'est pas comme, ils sont pas genre helpless. Ben, il y en a, oui. Ah, OK. Il y en a, oui. OK. Il y en a des parents que ça fonctionnera pas, puis il y en a des parents pour qui ils vont vraiment doubler d'efforts. Là. Il y a des parents qui ont même changé leur horaire de travail pour encadrer l'adolescent. Là. Ce genre de parents-là, ils veulent vraiment pas que ça réarrive. Puis il y en a d'autres qui peuvent juste pas. Puis c'est pas de leur faute. Encore une fois, c'est pas de leur faute à eux, mais c'est tellement accessible tout ça maintenant que je dis la criminalité se consomme facilement maintenant. Là, c'est triste. Si tu avais des conseils à donner à des jeunes pour éviter d'avoir un dossier criminel, de se retrouver dans le crime organisé ou peu importe, ce serait quoi? Et aux parents aussi. C'est sûr que c'est un peu difficile parce qu'il y en a pour qui, c'est vraiment plate à dire, là, mais il y en a pour qui la voie est tracée depuis qu'ils sont nés. Il y en a qui vont grandir là-dedans, puis c'est pas parce que c'est ça qu'ils voulaient, mais c'est parce que l'environnement social est propice à ça, puis que malheureusement, c'est ça qui va arriver. Ils sont quasiment prédestinés à ça. Mais je pense que pour les jeunes, même les jeunes adultes puis les adolescents, c'est d'être au courant que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la réalité. Ça, je pense que de un, c'est important de le dire. Ce qu'on voit sur Internet, c'est juste le beau. Derrière, on le voit pas. Donc, de peut-être pas être facilement impressionnable de cette façon-là, puis de vraiment montrer justement aux jeunes que les réseaux sociaux, c'est juste une façade. De deux, si on est capable de s'impliquer dans le sport, d'avoir un passe-temps, une passion, peu importe, je pense que c'est important de le faire aussi. C'est moi, j'ai joué au basket quand j'étais jeune. Toute ma jeunesse, mon frère jouait au football, puis tu sais, on était dans une école publique, là. Fait que clairement, on aurait pu aller des mauvais côtés parce qu'il y en avait autour de moi des personnes comme ça, puis tu sais, la drogue et tout ça, c'était facile d'accès à mon école. Là. C'était hyper facile. Mais on était tellement impliqués dans nos choses
que c'est pas arrivé. Donc, je pense que si tu es capable de t'impliquer dans un sport, ça peut vraiment faire une différence. Cercle d'amis aussi. Le cercle d'amis, c'est beau, les amis, puis de vouloir les impressionner, mais si tu t'en vas en prison ou au centre jeunesse, ben les amis seront pas là longtemps. C'est vraiment plate à dire, là, mais la journée que tu vas être derrière les barreaux, ben tes amis seront plus là. Fait que de vraiment faire un examen de ton cercle d'amis, qui est là quand t'as besoin d'eux, puis qui est pas là. Puis c'est comme ça que tu peux voir c'est qui tes vrais amis, puis c'est qui tes faux amis. Je pense que c'est les conseils que je donnerais. Excellent conseil. Et aux parents? La même chose. Tu sais, les parents je sais qu'à un certain moment, on devient des jeunes adultes. Puis je suis passée par là. Je le sais, tu veux pas tout dire à tes parents non plus. Mais je pense que c'est important de s'impliquer dans la vie. Donc, même s'il y a 16, 17, 18, 19, 20, je pense que c'est quand même important d'avoir un œil sur les fréquentations. Tu sais, des fois, les parents ils me disent « Ouais, mais tu comprends, il est rendu à 20 ans, je peux plus rien faire. » Mais je pense qu'avoir un dialogue, c'est quand même important. Tu sais, tes amis sont... C'est qui tes amis? Est-ce qu'on peut les rencontrer? Essayer de peut-être voir avec qui ton enfant se tient. Comme ça peut peut-être te donner une couleur sur ce qu'il fait en dehors de la maison. Puis que... Tu sais, de rester ouvert d'esprit. Je pense être là. Tu sais, être là pour son enfant. Tu sais, même juste une petite discussion sans nécessairement aller « Hey, je regardais ton Snapchat » ou peu importe. Je pense juste que le fait de s'asseoir, d'être présent puis d'être à l'écoute, ça peut construire un lien de confiance puis peut-être qu'il va plus s'ouvrir ou peut-être pas pantoute. Hein. Mais je pense que c'est ça. Peut-être sensibiliser. Sensibiliser ses enfants sur le crime. Tu sais, avoir des discussions par rapport à ça. Tu sais, quand tu vois des affaires dans les nouvelles, un jeune qui se fait stabber d'en face, tu sais, par exemple, tu vois ça dans les nouvelles, peut-être essayer d'ouvrir un dialogue pour sensibiliser par rapport à ça. Tu sais, c'est pas gros. « Hey, t'as-tu vu dans le journal telle affaire? » Ouais, hein, non, t'en penses quoi? Juste essayer de peut-être ouvrir une discussion par rapport à ça pour qu'ils comprennent que ça peut se passer à côté de chez eux. Oui, en effet. Est-ce que je peux te demander combien de temps par semaine tu accordes aux vidéos que tu fais sur Instagram? God. Oui, absolument. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je filme tout dans un bloc. Donc, habituellement, je filme une fois par mois, puis je filme un bloc de... Seulement? Oui, un bloc de 3 heures. OK. Donc, je filme un bloc de 2-3 heures d'un coup. Fait que, par exemple, mon équipe vient, parce que je l'ai fait avec une équipe de vidéographes, là, j'ai pas le temps de faire le montage et tout. Donc, habituellement, mon équipe vient, on se bloque un bloc, puis on fait 18, 19, 20 vidéos d'un coup. Fait que moi, tout ce qui me reste à faire, c'est les publier. Même mes captions, habituellement, sont déjà toutes préfaites. OK. Puis les idées, je prends pas le temps de m'asseoir puis d'écrire les idées. Je te dirais que ça vient au fur et à mesure. Quelqu'un qui me pose une question, quelqu'un dans les commentaires, je cours sur le tapis, puis il y a une idée qui me vient, j'ouvre un dossier, ça me donne une idée. Fait que j'irais peut-être quoi? Au pire 10 heures. Peut-être répondre aux commentaires et tout. Mais habituellement, je filme tout d'un coup. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus efficace. Puis des fois, les gens sont t'as pas de cours à faire. Je suis à la cour. T'inquiète pas, je suis à la cour. Je filme mes vidéos dans un bloc qui est mis d'avance. Puis ça, c'est habituellement quand j'ai fini. Comme par exemple, on va filmer la semaine prochaine. On va filmer quand? Je pense à 16 heures. Mais l'affaire, c'est que je sais, je l'ai mis dans une journée où j'avais moins de trucs à la cour. Fait que je vais aller faire mon 9 à 4, puis à 4, je vais aller filmer jusqu'à 7. Ouais. Puis après ça, ben, il va juste me rester à attendre mon montage puis à publier. T'as tellement de drive et tu dois tellement aimer ce que tu fais pour que même dans tes temps libres, tu choisisses de consacrer ton temps à parler du droit. Mais c'est gratifiant. Tu sais, c'est vraiment gratifiant en ce sens où ça change la vie des gens sur les avocats de la défense parce que même, tu peux pas faire changer tout le monde. Là. Il y a encore du monde qui m'envoie des messages pas bons, mais ça vient avec... on n'a pas la job la mieux vue de tous les temps. Je suis pas procureur, je suis pas comme on va les mettre en prison. Je suis un peu de l'autre côté. Mais le fait que certaines personnes puissent changer leur opinion par rapport à mon travail, ça, c'est déjà un plus, pas seulement pour moi, mais pour, je pense, l'avancée du droit. Des jeunes qui voient tes vidéos, des parents qui disent « Hey, j'ai envoyé ça à mon enfant, je veux que mon enfant soit comme toi. » Des étudiants. Je trouve que c'est vraiment gratifiant. Ouais. Ça apporte beaucoup de positif. OK. Est-ce que c'est plus gratifiant et t'apporte plus de positif que d'aller à la cour et d'avoir comme être sur le terrain? C'est une combinaison des deux. OK. Parce que
avant, là, j'allais vraiment juste à la cour, puis c'est vraiment routinier. Je trouve que les réseaux, ça amène une fraîcheur dans ma vie qui vient pas rendre ça plus agréable. Mais je comprends là, ce que tu veux dire. Ça change le mal de place Ouais. un peu, tu sais. Oui. Parce que quand t'es toujours dans la routine, on dirait que oui, c'est le fun, tu sais. Le droit criminel, il y a jamais une journée qui va être pareille. Ça va être différent à tous les jours. Mais on dirait que ça me permet un peu de décrocher de la cour, puis c'est rafraîchissant. Est-ce que tu as des projets en tête par rapport à ta carrière? Je dirais que les podcasts, j'aime vraiment ça. Parce que ça me permet peut-être de connecter avec du monde avec qui je n'allais pas connecter, mais ça m'ouvre aussi, je pense, la porte sur des conférences. Donc là, j'ai des conférences qui s'en viennent. Que tu vas donner. Exact. J'en fais une au Festival Vegan. J'en fais une dans un truc de créateur de contenu. Puis je trouve que les conférences, c'est peut-être quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais osé. Donc, si les réseaux peuvent m'ouvrir la porte à ça, tant mieux. C'est sûr que l'enseignement aussi, éventuellement, j'aimerais ça, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ça me prenait 10 ans de pratique, mais je vais l'avoir en septembre. Good. Donc, techniquement, est-ce que ça s'en vient aussi? J'aimerais vraiment ça. Puis j'ai eu des petits hints ici, là. On aurait besoin d'un prof de droit ici. On aurait besoin d'un prof de droit ici. C'est sûr que c'est intéressant. Puis encore une fois, je pense que ça peut être rafraîchissant puis changer le mal de place. Parce que la cour, des fois, c'est lourd. Oui, j'imagine. Ce que je remarque parmi tous les projets que tu as mentionnés ou les possibilités, c'est qu'il y a cet aspect de prise de parole derrière chacun. Puis, donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de toi, de prendre la parole et de transférer tes connaissances et d'utiliser tes connaissances pour empower people. Je pense que donner au suivant, c'est vraiment important. Tu sais, toi, tu as accès à... Tu sais, c'est même, je pense, avec tous les professionnels ou peu importe qui a une spécialisation, tu as accès à un bagage que certaines personnes n'auront pas. Fait que profites-en pour redonner. Puis c'est gratuit. Redonner, puis sans nécessairement recevoir, là, mais juste le fait de redonner puis que ça l'aide quelqu'un, c'est extrêmement gratifiant. Puis la prise de parole, là, tu me ramènes... Mettons, j'étais au secondaire, là, j'étais la fille qui allait faire un exposé oral, je shakais comme ça, ma feuille, je shakais. Même au cégep, je sais même pas comment que ça allait décliquer. Honnêtement, franchement, j'ai aucune idée comment ça allait décliquer. Sûrement que c'est t'es confiant dans tes compétences, donc tu te... Peut-être que c'est l'expérience, effectivement, parce que honnêtement, même les vidéos là, que je fais sur Internet, je les fais one take. Là. On dirait que tu commences à t'habituer, les caméras, les micros. Tu me donnes une caméra, je suis comme, hey, avant, j'aurais jamais fait ça. Avant, j'aurais été comme, oh my God. T'as trouvé ta niche, je pense. Mais je pense que tu la développes aussi, tu sais, avec le temps. Puis c'est important de se faire, comme tu dis, je pense que c'est important de se faire confiance. Mais avant de te faire confiance, je pense qu'il faut que tu apprennes à te connaître toi-même parce que si t'es pas authentique, c'est là que tu vas avoir de la misère à parler parce que tu vas toujours essayer de jouer ce personnage-là. Mais une fois que t'es toi-même, ben... nothing to hide. Fait que je pense que aussi le fait que j'ai pris le temps d'apprendre à me connaître moi-même, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour peu importe ce que je fais. Ben, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi-même? Oh my God! Par rapport à quoi? Ben, ce que tu es à l'aise de partager, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même à travers les années? J'ai encore du travail à faire, honnêtement. J'ai vraiment encore du travail à faire. Mais autant que je peux être la personne qui a une méga carapace. Là. Tu vas me voir, je vais être comme la fille Superman, Iron Man. La méga carapace, je pense que j'ai un côté sensible aussi. Puis vraiment humain, terre à terre, donné. Puis tu sais, quand je te dis, là, j'aime ça faire de la justice pour adolescents puis pour jeunes parce que je suis hyper sensible par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, là, mais on dirait qu'il y a comme ce mother instinct en dedans de moi. Comme avant, j'étais comme, non, moi, je serai jamais mère. Non. Puis on dirait que de plus en plus, je découvre que j'ai comme cette... fibre. Exactement. En dedans de moi, je suis comme, non, c'est pas vrai. C'est pas mes enfants, là, mais, tu sais, ils ont l'âge d'être mes enfants. Avant, j'avais peur de donner mon opinion par rapport au regard des autres. OK. Puis avec le temps, j'ai appris que le regard des autres ne m'amène rien pantoute. Tu sais, des fois, je le dis de même, puis c'est un peu froid, tu sais. Ton opinion, je vais la prendre en considération, mais
si tu payes pas mes factures, ben, Ouais. je vais pas nécessairement donner autant d'importance à ce que tu me dis. Ouais. Comme oui, je peux le acknowledge, puis si c'est pertinent, peut-être que je vais entamer une réflexion par rapport à... Ouais. Mais une critique gratuite, honnêtement, si tu payes pas mes factures, Ouais. ben... Tu sais, 100%. j'ai arrêté... C'est ça, justement, le regard des autres. Moi, avant j'étais un people pleaser. Avant, là, j'étais un people pleaser. Puis là, ben, j'ai juste appris à... Ben, si tu m'aimes pas, c'est vraiment pas plus grave, hein. C'est vraiment pas plus grave. J'ai appris à lâcher prise aussi sur certaines situations. Avant, là, j'étais quelqu'un qui ruminait beaucoup, là. Comme je gardais un grudge. Par exemple, là, je perdais une enquête caution. Puis là, j'étais chez nous pendant 2 jours. Oh my God. Là, j'ai vraiment appris à lâcher prise par rapport à ça. Puis c'est correct de faire des erreurs, hein. C'est correct de pas tout le temps gagner. Parce qu'avant, je voulais toujours gagner. Toujours gagner. Mais des fois, c'est correct de pas gagner. Je pense que c'est des trucs comme ça que j'ai appris qui fait en sorte que ma vie est vraiment plus facile, autant au niveau professionnel que personnel. Mm-hmm. Quand tu dis appris, comment tu as appris ces choses-là? Parce qu'il y a comme l'apprentissage intellectuel où est-ce que tu sais que ça vaut pas la peine de s'attarder sur l'opinion des autres. Mais il y a aussi cette l'aspect de vivre cette connaissance, non pas seulement la comprendre intellectuellement. Je pense que le voyage m'a emmené beaucoup. Tu sais, voyager tout seul. Là, la première fois que j'ai voyagé tout seul, j'étais comme, oh my God, les gens vont penser quoi de moi? Je suis assis au restaurant tout seul, j'ai l'air d'un loser. Tu sais, je pense que de se retrouver seul avec soi-même permet de faire des introspections sur beaucoup de choses. Tellement. Beaucoup de choses. Puis, tu sais, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, tu sais, pour juste passer, mettons, un samedi tout seul, aller te promener, juste, tu sais, quand tu te promènes dehors tout seul, des fois, tu commences à faire des introspections. Je pense que c'est important de prendre ce temps-là avec toi-même, tu sais, en dehors de tout. Puis c'est pour ça que moi, le voyage solo, j'adore ça. Des fois, les gens sont comme, oh my God, mais pourquoi tu pars tout seul? Tu t'ennuies pas? Absolument pas, là. J'en ai rien à faire. Je vais être assise sur le rooftop tout seul, puis je vais être en train de faire mes affaires, puis en même temps, j'ai le temps de réorganiser mes affaires, réorganiser ma pensée, de cheminer sur certaines situations. Tu sais, des situations où tu as réagi, par exemple, tu as le temps d'y repenser, puis dire, bon, pourquoi j'ai agi de cette façon-là? Voyons donc. Puis là, tu repenses, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Puis c'est là que je pense que tu chemines, quand tu prends le temps d'être tout seul avec toi-même, puis c'est inconfortable. Pour de vrai, des fois, c'est pas l'affaire la plus fun de repenser à ce que tu as fait puis dire « Wow, j'ai vraiment agi comme une malade. » C'est vraiment pas la meilleure réaction. Ouais. Mais je pense que tu as besoin de ça, des fois. Ouais. Donc, on a parlé il y a quelques minutes de l'importance de redonner, de s'impliquer et tout. Pour te remercier de ta participation à mon podcast, j'aimerais faire un don à l'organisme de ton choix. Donc, je te laisse... Je dirais... Je pense que ce serait une ressource pour femmes victimes de violences conjugales. Il faudrait que je regarde laquelle à Montréal. OK. Mais pour moi, c'est vraiment important les ressources pour femmes. Au pire, on pourra le mettre tantôt quand j'aurai trouvé le nom. C'est bon. Parce que je trouve que dans des situations d'urgence, c'est important qu'il y ait des ressources comme ça qui accueillent les femmes, puis que les femmes sachent que quand ils vivent des situations difficiles, il y a des ressources comme ça pour eux où ils peuvent aller prendre un moment de répit. Parce que des fois, quand t'es tellement dedans, t'es pas capable de prendre le recul nécessaire pour pouvoir prendre une décision pour toi puis pas pour les autres. Donc, ces ressources-là pour femmes, je trouve que c'est extrêmement important puis c'est pas assez mis de l'avant. Parfait. On mettra le nom en sous-titre tantôt. Dernière question pour toi. Étant donné que le nom de mon podcast, c'est Nuance, j'aimerais te demander s'il y a un sujet que tu penses qu'on n'aborde pas avec assez de nuances ces jours-ci. Assez de nuances? Wow! Ces jours-ci? Ben, n'importe où, généralement. Je vais utiliser mon domaine de droit. Go for it. C'est pas parce que... Il faut pas oublier que même si quelqu'un est publié dans les journaux par rapport à une accusation, il y a quand même le doute raisonnable qui subsiste. Que la personne, même si elle est accusée, si elle n'est pas encore déclarée coupable, elle n'a pas encore nécessairement cette étiquette-là. Donc, de faire attention à ses propos. La personne a le droit à une défense pleine et entière. Ce qu'on voit dans les journaux, c'est, oui, d'intérêt général, mais c'est pas rapporté dans son intégralité. Donc, avant... Puis ces gens-là ont des familles aussi. T'sais, c'est pas parce que, par exemple, le fils a fait une erreur que les parents ont nécessairement également
les étiquettes qui viennent avec, donc de rester bienveillant, là. Donc oui, on peut commenter sur l'actualité. Oui, ça se peut qu'il y ait des sujets qui viennent te chercher, des personnes qui sont accusées ou peu importe, mais de se rappeler que ces gens-là, c'est des humains qui sont toujours présumés innocents puis qui ont des familles. Donc, bien dit. de rester alerte au fait que le doute raisonnable existe. Très bien dit. Je te remercie beaucoup, Ça Vicky. fait plaisir. Honnêtement, ce que tu fais, c'est super intéressant. J'adore te suivre sur les réseaux. Puis j'ai aimé te découvrir un peu plus personnellement. Fait que bonne continuation à toi. Merci à toi aussi. Ça fait plaisir.